Bonjour, bienvenue à tous. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue au point de presse hebdomadaire du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue du 25 mars. L'objectif de l'activité du jour est de présenter un état de situation épidémiologique ainsi que de dresser un bilan de la campagne de vaccination COVID. 4 porte-paroles sont présentes avec nous pour vous présenter le bilan. Tout d'abord, Mme Caroline Roy, PDG. Par la suite, Mme Katia Châteauvert, directrice régionale de campagne de vaccination COVID. Dr Lise Landry, directrice de santé publique, ainsi que Dr Omobola Sobanjo, médecin spécialiste en santé publique. Madame Roy, la parole est à vous. Oui, bonjour à tous. C'est vraiment un plaisir pour moi, encore une fois, de pouvoir m'adresser à vous, répondre à certaines questions, préoccupations de la population. La première information aujourd'hui, le premier message, c'est réellement les condoléances de l'organisation à la famille, aux proches qui sont éprouvés actuellement, parce que comme vous le savez, on a eu un décès cette semaine, en début de semaine, d'une personne qui était hospitalisée, qui avait contracté la COVID. Donc, évidemment, c'est les situations qu'on souhaite vraiment éviter avec toutes les mesures qui sont mises en place depuis le début de la crise de la pandémie. En fait, c'est notre 4e décès là, depuis le début de la 2e vague, 8e décès si on regarde là, les 2 vagues de pandémie qu'on a eues en lien avec la COVID-19. Donc, vraiment, sincères condoléances à toute la famille et aux proches éprouvés par ce décès. Maintenant aussi, au niveau de la zone orange ou du palier orange dans lequel on est actuellement, vraiment, il faut se souvenir que demain, il y a de nouvelles mesures d'assouplissement qui vont entrer en vigueur. Je vais faire brièvement le rappel de ces différentes mesures-là qui vont être modifiées dès demain. Donc, maintenant, ce sera 12 personnes qui pourront faire une activité extérieure, donc un regroupement maximum de 12 personnes, toujours à l'extérieur, dans des lieux publics, en respectant les mesures sanitaires. Donc, distanciation, port du masque, toujours là, les différentes mesures qu'on applique à partir du moment où on est en contact avec d'autres personnes que les gens de notre bulle familiale. Également, au niveau des activités scolaires, maintenant, il y aura la reprise des activités parascolaires et des projets pédagogiques particuliers, donc avec aussi le respect de certaines bulles classes là, stables, avec aussi la possibilité de faire des activités intra-école, donc mélanger certains groupes classes stables. Et donc, on a la confirmation là, de nos centres de services scolaires ici en région qu'ils vont vraiment pouvoir bénéficier puis qu'ils vont chercher à bénéficier de ces différentes mesures d'assouplissement-là, toujours en respect des mesures sanitaires applicables. Donc, c'est vraiment les 2 grands changements qui s'appliquent à partir de demain. Je le rappelle, toujours interdit les rassemblements intérieurs, les rassemblements extérieurs dans la cour privée. L'objectif est vraiment de limiter les contacts sociaux et de respecter toutes les mesures là, sanitaires qui sont là. En parlant des mesures sanitaires ou des différentes directives, on le sait, et je peux vous le partager aussi, on est épuisé, on est fatigué de devoir maintenir des mesures strictes, des directives qui restreignent notre liberté là, de pouvoir entrer en contact avec ceux qui nous sont proches, de pouvoir faire certaines activités sociales. Mais vraiment, pour le moment, je vous le rappelle, c'est la seule façon de se protéger, puis surtout d'assurer la sécurité aussi de nos proches les plus vulnérables. Puis ça, c'est particulièrement vrai en contexte de la présence du variant sud-africain qui est prédominant dans notre région, donc c'est clairement établi, et clairement établi aussi et démontré qu'il est vraiment plus contagieux. Donc, on le constate, puis vous allez le constater aussi avec les données épidémiologiques là, de la dernière semaine, mais c'est vraiment quand on baisse la garde, quand on pense que ça ne nous concerne pas, que c'est loin de nous, que vraiment là, les cas augmentent et ça augmente vite. Puis, on a différentes situations où, on le sait, les gens se sont rassemblés, on fait un souper un samedi, personne n'avait de symptômes, tout le monde sentait que c'était un peu loin d'eux, pas trop de contact social. Et c'est finalement dizaines de jours après, 2 semaines après, que finalement, dans les contacts de ces gens-là, il y a des symptômes qui apparaissent. On remonte à il y a 2 semaines, il y a eu un souper, ça s'est propagé et on fait face à une éclosion. Donc, c'est ce type de situation-là qu'on veut éviter, évidemment, là. Et on le sait que c'est difficile, mais on est vraiment dans le dernier droit. On vous demande là, de vraiment respecter les mesures dans le contexte actuel. C'est ensemble qu'on peut éviter une 3e vague qui est pas, qui pourrait être à l'abri de notre porte, puis on pourrait être une région là, qui a une 3e vague si on ne fait pas plus attention. Donc, vraiment, un rappel à la vigilance.
Ce qu'on constate aussi, puis on le voit, les enfants dans les groupes classes, les enfants dans les groupes CPE ont des contacts sociaux, puis on le sait avec des mesures qui sont moins strictes que pour les adultes. Puis tout ça là, est mis en place dans les écoles de façon bien adéquate et dans les milieux aussi de garde. Par contre, ce qu'on voit dans certaines situations, et c'est par les enquêtes, c'est que ces enfants-là ont des contacts avec leurs grands-parents. Les grands-parents sont souvent âgés de 65 ans et plus, sont souvent une clientèle qui est plus vulnérable, puis qui peut risquer de compliquer, de décéder de la COVID-19. Donc, vraiment, un appel aussi à éviter les contacts avec les personnes les plus vulnérables de notre société, qui sont les personnes les plus âgées. Donc, c'est important de se le rappeler. Puis, c'est des situations malheureuses là, lorsqu'on a des décès qui nous le rappellent encore plus. Maintenant aussi, ben, en fait, je vous invite à plutôt bénéficier, malgré les différentes mesures qui sont applicables, à bénéficier de toutes les opportunités qu'on a quand même pour faire certaines activités. On a une belle région ici en Abitibi-Témiscamingue, des grands espaces, beaucoup d'opportunités de pouvoir être en plein air. Donc oui, de pouvoir faire des regroupements maintenant de 12 personnes à partir de demain, en respect des mesures sanitaires, mais quand même profiter de l'extérieur. Le printemps arrive. Mais pour reprendre une expression qu'on utilise parfois, ben, la cloche de la récréation n'a pas encore sonné. Donc, il faut encore respecter certaines directives, certaines mesures qui, oui, on peut voir là, que ça nous contraint dans notre façon d'entrer en contact avec les autres, mais on peut quand même profiter des espaces extérieurs puis faire des belles activités, surtout avec l'arrivée du printemps. Là, on l'a vu la fin de semaine dernière, plusieurs personnes à l'extérieur. Donc, continuons de sortir de la maison, mais de façon sécuritaire. Quelques messages en lien avec la vaccination. Donc, je tiens à vous rassurer, puis on l'a dit la semaine dernière, mais je le dis encore aujourd'hui, l'Abitibi-Témiscamingue a autant de vaccins que les autres régions du Québec. Et même, je vous l'ai dit aussi, on en a eu plus que notre ratio de population parce qu'on a eu une considération particulière du fait qu'il y a une grande proportion de nos cas confirmés qui sont issus du variant sud-africain. Donc, on n'est pas en reste là, par rapport à l'approvisionnement en vaccins en région. Également, entre les différentes MRC de la région, on se l'est toujours dit et c'est vraiment un devoir qu'on se fait nous-mêmes. On veut assurer d'une vaccination équitable en région. Ce que ça veut dire, c'est qu'on fait un approvisionnement de vaccins qui se fait territoire d'MRC par territoire d'MRC. Et actuellement, c'est de semaine en semaine où on reçoit différents approvisionnements et on s'assure d'approvisionner les différents territoires. Il y aura un moment où, dans quelques semaines, on aura suffisamment de vaccins chaque semaine pour pouvoir approvisionner tous les territoires d'MRC. Et à ce moment-là, vous allez le voir dans les différentes cliniques. De façon simultanée, on va vacciner partout en région et de façon équitable là, à chaque jour. Présentement, ben, on y va vraiment dans une séquence là, par territoire, mais c'est toujours de façon très équitable. Et belle nouvelle, cette semaine, on a déployé nos 2 derniers sites qui demeuraient être déployés. C'est dans la MRC de la Vallée de l'Art, donc à Sainte-Terre et Val-d'Or qui débutait dès ce matin. Donc, vaccination là, avec populationnelle pour les groupes prioritaires visés qui débutait aujourd'hui au cœur ligne des jardins du club de sport Belvédère de Val-d'Or, donc qui est le site à haut volume du territoire de la Vallée de l'Art. Je souligne aussi la grande collaboration de la Ville pour trouver ce lieu qui nous a permis là, de déployer dès aujourd'hui la vaccination. Donc, ce serait tout pour mes messages aujourd'hui. Sarah, je suis disponible pour les questions s'il y en a, évidemment. Merci, Mme Roy. Je cède maintenant la parole à Mme Châteauvert. Oui, bonjour tout le monde. Il me fait plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc, je vous fais un petit topo là, en complément de ce que Mme Roy vient de vous dire. Donc, présentement, nous sommes à la vaccination et à la prise de rendez-vous pour la clientèle de 60 ans et plus de l'Abitibi-Témiscamingue, donc c'est-à-dire née en 1956. Je rappelle que les gens qui ont plus de 70, plus de 75, plus de 80 peuvent toujours s'inscrire. C'est vraiment toutes les personnes qui ont 65 ans et plus qui sont admissibles à un vaccin COVID. Donc, je rappelle que l'information est sur notre site Internet et la ligne téléphonique 1-877-644-4545 que les gens peuvent contacter pour prendre un rendez-vous. Nous avons aussi des travailleurs de la santé du CISAP qui sont à prendre des rendez-vous à compter d'aujourd'hui. On parle des travailleurs de la santé phase 2 qui sont en contact étroit avec la clientèle. Et dès la semaine prochaine, nous allons pouvoir annoncer les autres travailleurs de la santé phase 2 qui sont hors de notre établissement, c'est-à-dire dans les entreprises externes. Donc, dès que nous serons en mesure de le faire, une communication sera faite aussi sur notre site
afin que les gens vont pouvoir s'inscrire eux-mêmes à ce moment-là. Mais pour le moment, les plages travailleurs de la santé sont vraiment dédiées au personnel de l'établissement. Je fais un petit rappel. On a des gens qui se présentent dans les cliniques de vaccination qui n'ont pas de rendez-vous. Malheureusement, les gens qui n'ont pas de rendez-vous, même s'ils font partie de la catégorie d'âge qui est permise, on ne pourra pas les vacciner. Donc, ça ne donne rien de vous déplacer sur le site de vaccination. Car nous avons des rendez-vous pris avec les doses qu'on a. Tout est bien planifié. Malheureusement, on ne pourra pas, dans le fond, vous vacciner. On vous invite à prendre un rendez-vous comme l'ensemble de la population. Nous sommes aussi à faire les appels pour les gens qui ont eu une première dose aller jusqu'à la fin février. Ces personnes-là n'avaient pas la deuxième dose de planifier. Il y avait eu des premiers appels là, un petit peu plus tôt, il y a quelques semaines. Maintenant, la date est pas mal, elle est confirmée. Dans le fond, on est avec un délai de 112 jours. Donc, nous sommes depuis plus d'une semaine à faire les appels des deuxièmes doses. Je précise que les gens ne doivent pas appeler à la ligne 1877 que je vous ai nommée tout à l'heure parce que c'est des téléphonistes différents qui font les appels pour la deuxième dose. Puis, je veux rassurer la population, les travailleurs, vous allez tous être appelés pour votre deuxième dose. Les premières deuxièmes doses se passent aux alentours de la mi-avril. Donc, on a encore le temps en avant de nous, mais ça va très bien. Puis, on devrait quand même être en mesure d'aller déterminer ça d'ici les prochaines semaines. Donc, une dernière petite information aussi qui amène des confusions chez les personnes actuellement, c'est que le ministère, via la RAMQ, envoie une lettre pour aviser les gens par tranche d'âge qui sont admissibles à la vaccination. Pour la plupart, ont déjà reçu leur vaccin parce qu'on est quand même assez avancé en Abitibi au niveau de la vaccination. Donc, les gens pensent que c'est un rappel pour la deuxième dose. Fait que si vous avez des gens dans votre entourage qui vous parlent de cette lettre-là, dans le fond, leur préciser que cette lettre-là n'est pas pour la deuxième dose, c'est vraiment pour inviter les gens à la première dose. Donc, juste un petit rappel là, qu'on va demander de l'aide de toute la population là, pour, dans le fond, répondre aux personnes qui reçoivent ces lettres-là. Donc, ça fait le tour des informations. Ça me fait plaisir de répondre aux questions par la suite. Merci beaucoup, Dr. Landry. Je vous invite à poursuivre. Oui, bon après-midi tout le monde. Dans un premier temps, Sarah, si tu veux projeter, s'il te plaît, le bilan de la vaccination. Donc, nous avons actuellement 17 255 personnes vaccinées au moment où on se parle, près de 12 de la population. Par rapport à la semaine dernière, on a ajouté 2 455 doses. La répartition des personnes vaccinées, 52 des doses sont allées à la vaccination de masse, 29 à travers de la santé, 13 RPA, 4 CHSLD et 2 RI-RTF. Oui, bon, maintenant, comme vous voyez par les colonnes, c'est super intéressant. Comme vous voyez, bon, on sait que normalement, un bon taux de couverture vaccinale, la cible, c'est 75 %. Mais comme vous voyez, là, pour même, si on prend à partir de 65 à 69 ans, avec les doses reçues, c'est en bleu, puis avec les rendez-vous de prix, on dépasse la cible dans tous les cas de 75 % et pour nos personnes plus âgées, même on dépasse pour certaines catégories 90 %. Fait que c'est excellent. Et les doses ont été ajoutées surtout cette semaine pour les 75-79 ans. On a eu plus 736 doses et 65-69 ans, plus 1400 doses cette catégorie-là. Puis dans les 3 prochains jours, Mme Châteauvert nous disait là, 2500 doses seront données. Un instant. Alors, ça va extrêmement bien. Ce sont des bonnes nouvelles, puis on continue. Maintenant, comme autre message, je vais reprendre un petit peu les propos aussi de Caroline. On sait qu'avec les variants plus transmissibles, tous les experts le disent, incluant nos experts de l'Institut national de santé publique, les modèles mathématiques le démontrent. Si nous voulons ralentir la transmission du variant puis empêcher une troisième vague, comme on voit en Europe actuellement, il faut vraiment 2 choses. Soit une adhésion forte de notre population aux consignes, aux mesures sanitaires, puis un dépistage, traçage intensif des contacts
de cas isolement. Bon, au niveau de l'adhésion aux consignes sanitaires et du respect des mesures, on comprend que ce soit difficile pour tous, on est tous fatigués. Nous aussi, moi aussi, j'ai bien hâte de pouvoir serrer mes enfants, mes petits-enfants dans mes bras, mais je ne peux pas. Vous savez que le virus aussi, on l'a déjà dit, il aime beaucoup les contacts humains. Pas de contact humain, il ne peut pas se transmettre. Comme Caroline l'a dit tout à l'heure, le beau temps est arrivé. C'est plus facile de voir nos proches en toute sécurité à l'extérieur. S'il vous plaît, résistez à la tentation d'inviter vos proches à la maison, de garder vos petits-enfants. Pour l'instant, l'Abitibi-Témiscamingue, on a quand même réussi à contrôler le variant. C'est important de ne pas baisser la garde. Puis, deuxièmement, lorsqu'on parle de dépistage, on constate encore régulièrement, malheureusement, un délai entre l'apparition des symptômes et le recours à un test de dépistage. Ce qu'on vous dit maintenant, n'attendez pas, demeurez en isolement préventif en attendant votre résultat. Privilégiez le rendez-vous en ligne, c'est plus rapide, vous allez avoir plus rapidement vos résultats. Et surtout aussi collaborer avec la santé publique. N'hésitez pas à répondre aux questions des enquêteurs, de nos professionnels de santé publique. Nous ne sommes pas la police. C'est important de fournir l'ensemble des noms des personnes que vous avez vues dans les derniers jours. Ça nous permet de mieux comprendre la transmission du virus dans la région pour mieux le freiner et le contenir. Puis soyez assurés que toute l'information recueillie est traitée de façon très confidentielle. Certes, la vaccination permet d'atténuer les impacts sur les hospitalisations et les décès, mais ce n'est pas un passeport pour faire le party. Puis il n'est surtout pas recommandé à ce moment-ci d'augmenter les contacts sociaux pour les personnes vaccinées de 65 ans et plus. En conclusion, si nous voulons éviter une troisième vague dans notre région, nous avons besoin que vous soyez avec nous dans cette lutte qui devra se terminer bientôt. On l'espère. On a besoin de faire équipe. Merci. Merci, Dr. Landry. Je laisse le soin à Dr. Sobanjo de compléter l'information. Oui, bonjour, merci beaucoup. Donc, pour ce qui est les données épidémiologiques, je débute avec le nombre de cas. Donc, dans les dernières 24 heures, nous avons eu 8 nouveaux cas qui se sont ajoutés, dont 7 dans l'MRC de Vallée de l'Or et un nouveau cas dans l'MRC de Témiscamingue. Nous avons actuellement 40 cas actifs, dont 32 dans l'MRC de Vallée de l'Or, 6 dans l'MRC d'Abitibi et les autres sont dans 12 autres MRC. Nous avons également une personne hospitalisée, mais cette personne n'est pas aux soins intensifs. Pour ce qui est de variants, donc nous avons toujours 100 cas confirmés liés au variant sud-africain. Nous avons toutefois eu une augmentation de 7 nouveaux cas présomptifs liés au variant qui porte le nombre total des cas présomptifs à 67. Pour ce qui est des éclosions, nous avons maintenant un total d'éclosions en cours depuis le début des éclosions depuis le début de la pandémie, c'est 49. C'est-à-dire nous avons 3 nouveaux cas qui se sont ajoutés dans la dernière semaine. Ça porte le nombre total des éclosions à 49, donc 4 éclosions sont toujours actives. Nous avons également augmenté le nombre de tests de dépistage effectués dans la dernière semaine qui s'élève à 2041. Nous poursuivons nos activités de traçage et nous avons plus de 200 personnes actuellement en isolement préventif en lien avec leur contact avec un cas confirmé. Pour résumer la situation des morts encore fragiles, dans les derniers 7 jours, nous avons une augmentation de 50% du nombre de cas. Donc, nous avons 2 fois plus de cas dans les derniers 7 jours, soit 31 nouveaux cas, alors que pour la période précédente, donc dans les 7 jours précédents, nous n'avons que 15 cas qui étaient confirmés. Donc, ça a doublé dans les derniers 7 jours. Également, le taux de nouveaux cas par 100 000 habitants stagne à 8,3 par 100 000 habitants depuis maintenant 3 semaines. De plus, depuis la fin de février, le moyen de nombre de cas actifs que nous avons est toujours au-dessous de 30. Donc, nous avons eu quelques jours qu'on a eu moins de 30, mais si on calcule le moyen, c'est au-dessous de 30 nouveaux cas.
autour de 30 cas actifs, excuse. Donc, ça demande que la situation est encore précaire et ce qu'on demande à la population, en plus des mesures de prévention qui ont été nommées par Mme Roy et Mme Landry, c'est de collaborer avec la santé publique. Dès que nous avons un résultat positif, nous communiquons avec la personne pour lui donner le résultat de son test et aussi pour expliquer ce que ça implique. On supporte la personne pour la prise de cette nouvelle et aussi on débute un retraçage des contacts, les personnes avec qui cette personne aurait pu avoir contact dans les derniers jours. Par la suite, on communique avec ces personnes qui ont été identifiées comme contacts et on les donne les consignes de dépistage et d'isolement. C'est important que ces personnes respectent les consignes d'isolement qui leur sont transmises. On constate que des fois, les gens, suite à leur test de dépistage et ayant reçu un résultat négatif, ils commencent à sortir de leur maison. Les personnes qui sont en isolement préventif de 14 jours doivent demeurer en isolement. Ils doivent être isolés de leurs contacts domiciliaires et ils ne devraient pas sortir de leur maison. Ceux qui ont cours en arrière ou en avant peuvent sortir dans leur cours, mais ils ne devraient pas sortir dans leur domicile privé, donc dans leur terrain. Ils ne peuvent pas aller prendre une marche, ils ne peuvent pas aller à l'épicerie, ils doivent faire appel au service de livraison ou de demander à leurs proches de faire des livraisons. Et pour cet épisode-là, il va falloir que la personne porte un masque et dépose les choses et il l'accepte. Donc, de limiter le contact autant que possible avec d'autres personnes pendant cette période de 14 jours. C'est important que les gens collaborent avec nous parce que c'est comme ça qu'on arrive à freiner la transmission au sein de notre région. Si les personnes qui sont en isolement continuent à avoir d'autres contacts, ça ne peut augmenter la transmission et prolonger la durée pour laquelle on doit rester ou demeurer dans un palier d'alerte orange. Dernièrement, pour ce qui est l'éclosion, je sais que la question va m'être posée. On est avec le RPA, le Jardin du patrimoine. L'éclosion est en cours. Toutefois, nous n'avons que 2 cas actifs. Les autres cas associés à cette éclosion sont tous rétablis. Également, pour l'école, nous avons eu d'autres nouveaux cas qui se sont ajoutés. Donc, la santé publique suit de près la situation et nous allons pouvoir communiquer avec nos partenaires des informations suite à nos évaluations. Merci beaucoup. Merci. Nous en sommes à la période de questions. Afin de faciliter les échanges, je vous invite à toujours préciser à qui vous souhaitez adresser votre question. Première question, M. Vincent Tremblay, TVA, Abitibi-Témiscamingue. Ma question, elle a peut-être 2 volets. Est-ce que le centre de vaccination, est-ce qu'on prévoit en faire un dans le futur à Malartic? Et concernant l'éclosion à l'école à Malartic, est-ce qu'on a des détails peut-être un peu plus précis d'où proviennent ces cas? Je pourrais débuter en lien avec les cas dans l'éclosion à l'école, mais je vais laisser ma collègue compléter pour ce qui est la vaccination. Donc, en lien avec l'école, on ne sait pas encore d'où viennent les cas. C'est-à-dire, on a des informations en lien avec les cas, mais on a plusieurs cas. Donc, pour l'instant, le cas index, on ne le sait pas, mais chose certaine, c'est qu'il y a une transmission qui a eu lieu au sein de l'école et ça a commencé, ça a débuté dans la communauté, ça a rentré dans l'école et ça se poursuit dans la communauté. Donc, merci pour la question. Donc, concernant un site de vaccination pour le secteur de Malartic, nous avons eu des communications avec le maire de Malartic à quelques reprises. Nous avons un suivi d'ailleurs avec lui régulier. Nous sommes en démarche actuellement pour la possibilité d'une collaboration pour un site de Malartic parce que pour le moment, nous venons comme de déployer notre site de Val-d'Or et de Sainte-Terre. Donc, nous ne sommes pas en mesure de déployer un site, mais nous avons quand même des projets en travail actuellement. Merci beaucoup. Seconde question, M. Philippe Doherty de CKVM. Oui, alors, au Témiscamingue, on nous rapporte aujourd'hui un nouveau cas. Cependant, il y a différentes sources qui nous parlent actuellement
d'un possible 5 cas supplémentaires et que ces 5 cas-là pourraient être rattachés au chantier de construction qui est en cours justement pour l'agrandissement de l'hôpital de Ville-Marie. Il y a même des restaurants ici au Témiscamingue qui ont fermé le temps qu'on fasse les évaluations nécessaires, s'assurer que tout le monde était hors de cause dans la transmission. Est-ce qu'on a plus de détails à ce moment-ci par rapport à tout ça? Bonjour, merci beaucoup pour votre question. Effectivement, nous avons confirmé un nouveau cas dans les dernières 24 heures dans la MRC de Témiscamingue. Nous avons aussi des informations que nous avons aujourd'hui, mais normalement, les données d'aujourd'hui, ça va demain, mais je vous confirme que la santé publique est impliquée dans une situation spécifiquement dans la MRC de Témiscamingue en lien avec le cas d'hier. Et qu'est-ce qu'il y a de fait à l'heure actuelle? Est-ce qu'on indique qu'il y a d'autres cas qui seraient reliés à celui qu'on a déclaré ce matin? Oui. Il y a d'autres cas reliés à celui qui a été déclaré hier, mais l'évaluation est en cours. D'accord. Merci beaucoup. Merci. La question suivante est en provenance de M. Charles Laferrière de Bell Media. Oui, ma question concerne est pour Mme Sobanjo. On nous rapporte qu'il y aurait peut-être un cas qui se serait avéré finalement faux négatif à l'école Notre-Dame-de-Grâce à Rwanda. Et des parents sont inquiets et retireraient leurs enfants de l'école. Est-ce qu'on a des informations comme quoi il y a eu effectivement un cas qui s'est avéré faux positif ou faux positif, ou il y a vraiment un cas présentement à l'école de Rwanda, l'école Notre-Dame-de-Grâce? Merci pour votre question. Je vous confirme qu'il n'y a pas de cas confirmé à l'école Notre-Dame-de-Grâce. Il y a eu une situation la semaine dernière, mais tout de suite, nous avons informé les cas et l'école et les personnes concernées ont été informées. Merci beaucoup. Une prochaine question de M. François Munger de Médiaté. Oui, en fait, je veux vous demander, on semble ne pas connaître la provenance de l'origine de tout ça du côté de Malartic. Est-ce qu'on a l'impression d'être toujours en contrôle du traçage? Est-ce qu'on a les ressources nécessaires pour faire tout le traçage de ces cas-là en ce moment? Merci beaucoup pour votre question. Lorsqu'on vous dit qu'on ne sait pas qui a débuté, c'est parce que c'est comme on dit le poule et l'œuf, c'est qui vient après l'autre. On sait tout ce qui est relié, donc on est capable d'identifier tous les cas autour et c'est pour ça d'ailleurs que le nombre de cas a augmenté au cours des derniers jours parce qu'on dépiste des bonnes personnes. On est capable de trouver des personnes qui ont eu contact et on est capable de les placer en isolement. Donc, on arrive à faire nos traçages. Mais la question, c'est qui était le premier? Et ça, je ne peux pas vous le dire, mais je pourrais vous confirmer qu'on arrive quand même à identifier les personnes. Et plus que les gens nous disent tous les personnes avec qui ils ont eu contact et la vérité, plus qu'on arrive à faire un bon traçage. Merci. Madame Lucie Laforêt, le citoyen. Lucie Charret. Pardon. Bonjour, la question, j'avais deux questions. Une, quand j'ai préparé mon intervention, il n'y avait pas de cas au Témiscamingue, alors je me demandais qu'est-ce qui faisait qu'on était si performant, mais là, il y a des cas. Alors, j'aimerais avoir la précision. Vous dites qu'il y a un cas et qu'il y a deux cas reliés. Est-ce qu'on parle d'une éclosion ou comment on interprète ça? C'est un cas ou trois cas? Il faut se rappeler que une situation qui est encore en évaluation, pour laquelle on vient d'avoir des informations, on ne peut pas vous en dire plus. Donc, la situation s'évolue live, donc on aura plus d'informations à vous communiquer demain. Mais je pourrais vous confirmer que la situation s'évolue. Donc, hier, il y en avait un cas qui a été confirmé. Aujourd'hui, on a eu un mouvement. Donc, il y a d'autres choses qui se passaient en lien avec les cas d'hier. Mais tous les détails vont être transmis demain. Parce qu'il faut qu'on termine nos évaluations et il faut qu'on ait des informations qui sont adéquates et qu'on peut vous transmettre. OK. Puis, est-ce que je peux avoir une deuxième question ou je reviens plus tard? Allez-y, Mme Charret. OK. Ma deuxième question, c'est au niveau de la vaccination. J'ai eu des échanges écrits avec
l'équipe de communication. Puis je voulais savoir un peu où en était la vaccination. Et on m'a répondu que je vous le lis, tous les travailleurs de la santé en contact étroit avec la population ont eu l'occasion de recevoir une première dose. L'occasion, ça se peut qu'il n'y ait personne qui a été vacciné. Ils peuvent avoir l'occasion, mais pas se faire vacciner. Est-ce que ce serait possible d'avoir une précision? Bonjour, madame. Merci pour votre question. Donc, en fait, les gens, ils ont eu effectivement, puis là, on parle de travailleurs de la santé, possiblement phase 1, où il y a eu beaucoup de possibilités pour les travailleurs de la santé de l'établissement phase 1 pour de la vaccination et aussi des gens, travailleurs santé phase 1 hors établissement. Est-ce que tous ont eu la possibilité d'être vaccinés? Je doute qu'il y ait des gens, effectivement, qui n'ont pas eu la chance, mais actuellement, ces personnes-là ont la chance d'avoir accès à la vaccination. Donc, comme on a réouvert là, pour les employés du CISAT actuellement, pour les travailleurs phase 2, ces personnes-là ont des possibilités de vaccination. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au courant de la semaine prochaine, on devrait être en mesure d'annoncer de la vaccination, la prise de rendez-vous, en fait, pour les travailleurs de la santé phase 2 de l'extérieur de notre établissement. Non, ma question, ce n'est pas s'ils ont accès à la vaccination, c'est s'ils se font vacciner. Ah oui, il y a beaucoup de personnes qui ont été vaccinées, mais c'est certain qu'il y a encore des gens qui ont des rendez-vous d'ici la fin avril, ça c'est sûr. Beaucoup, ça représente combien la proportion? Vous devez être au courant? Là, je ne suis pas capable de vous répondre maintenant, mais je peux regarder pour trouver l'information. Vous me la transmettez par courriel? Je vais faire le lien avec les communications, effectivement. Merci. Merci. Prochaine question, Mme Annie-Claude Luneau, Radio-Canada. Bonjour, je vais faire ma question peut-être en 2 volets pour Dr. Sobanjo. Avec la prépondérance du variant, puisqu'on voit dans les derniers jours dans les écoles, mais aussi dans les milieux de travail, dernières semaines, je voulais savoir dans les écoles, est-ce qu'on a l'intention de revoir notre stratégie pour peut-être être encore plus sévère quand il y a des cas dans une école, fermer plus rapidement des classes ou même l'école au complet. Puis en deuxième volet, pour les milieux de travail, je voyais une note de la santé au travail qu'on a reçue qui suggérait de porter le masque en tout temps en présence de collègues, même lorsque la distanciation est respectée. Donc, est-ce que là aussi, on devrait être un peu plus sévère? Merci beaucoup pour votre question. Pour le premier volet, en lien avec les écoles, déjà, nous utilisons de nouvelles critères. C'est-à-dire, lorsqu'on a une classe, un cas dans une classe, d'emblée, on met tout le monde en isolement. Donc, la classe est fermée et tout le monde est placé en isolement. Alors que, normalement, des fois, on attend quelques jours d'avoir plus d'informations avant de passer un test de dépistage. Maintenant, on passe aussi rapidement au test de dépistage pour savoir qu'en est-il. Deuxième élément, c'est auparavant, en lien, parce que les enseignants, les professeurs ont d'équipements de protection et normalement, ils sont en mesure, ça dépend de quel niveau, de garder une distance. Auparavant, le risque était considéré faible. Mais maintenant, lorsqu'on a un cas dans une classe, tous les élèves et le personnel qui sont présents dans la classe, qui s'occupent, qui sont toujours présents, pas juste quelqu'un qui vient pour 30 minutes, mais qui sont toujours auprès de la classe, aussi vont être en isolement. Donc déjà, oui, à l'école, il y a des nouvelles mesures qui sont en place. Même chose pour l'autobus scolaire, on a des critères plus sévères qu'on utilise. Si on sait que la personne a utilisé l'autobus, le transport scolaire. Même chose pour le service de garde. On est plus strict et on travaille avec nos collègues. L'école aussi, aux autres, ils gardent déjà, ils utilisent des boules et le sous-groupe de boules pour essayer de limiter le nombre de personnes qui vont être en isolement parce que dès qu'il y a un cas dans ce groupe, tout le monde doit être en isolement. Donc oui, effectivement, il y a déjà de nouvelles mesures. Et aussi, au milieu de travail, effectivement, la communication a été faite, est en train ou a été envoyée aux entreprises pour qu'on commence maintenant, on recommande maintenant le port de masque en tout temps. C'est que ça évite. C'est des petites 3 minutes ici, 4 minutes ici pour lesquelles on était à moins de 2 mètres, mais on ne portait pas nos masques. Le cumul, quand ça cumule, le risque augmente. Donc,
en contexte de variant, ce risque devient modéré plutôt que faible. C'est pour ça qu'on dit, mais si les gens ont porté leur masque en tout temps, le risque va demeurer faible. Donc oui, effectivement, on travaille avec les milieux de travail, avec des mesures plus strictes pour éviter de retirer trop de monde dès qu'il y a un cas confirmé dans le milieu. Merci. J'enchaîne avec une question du public qui s'adresse à Mme Châteauvert. Combien de doses sont administrées par jour en Abitibi-Témiscamingue? Bonjour, merci pour la question. En fait, votre question est variable, mais je peux vous donner un approximatif. Là, dans le fond, ça dépend toujours des arrivages qu'on a. Mais je vous dirais qu'on joue entre à peu près 500 administrations par jour. Là, si je me fie là, pour les prochaines semaines, là, je regarde. Puis on peut aller jusqu'à 1500 par jour. Ça dépend, dans le fond, là, du nombre de doses qu'on a versus de quelle façon qui ont été réparties au niveau de l'Abitibi-Témiscamingue. Donc, comme Mme Landry vous disait tout à l'heure, que pour les 3 prochains jours, on va être en mesure de vacciner 2500 doses en 3 jours. Donc, c'est, comme je vous dis, c'est vraiment... Merci beaucoup, M. Vincent Tremblay. J'ai encore une fois 2 questions. La première concernant l'éclosion en Malartic. Est-ce qu'on sait s'il y a plus de classes qui ont été retirées, plus d'élèves qui ont été retirés des classes par mesure préventive? Merci beaucoup pour votre question. Donc, 2 classes ont été fermées temporairement par la santé publique pour 14 jours. 2 classes sont en évaluation. Donc, on surveille 2 classes. Donc, ça fait 4. Également, plusieurs élèves, pour plusieurs raisons, sont aussi retirés. Donc, pas nécessairement fermer leur classe, mais il y a des élèves, soit parce que leur fratrie est déjà en isolement, aux autres aussi sont en isolement, ou quelqu'un de leur famille est en isolement, donc aux autres sont retirés. Donc, il y a un bon nombre des élèves de l'école qui sont actuellement en isolement préventif. Mais officiellement, la santé publique n'a fermé que 2 classes pour le moment. Puis la deuxième question concerne peut-être au niveau des tests de dépistage. Est-ce qu'il y a des régions qui ont accès présentement à des tests avec résultats rapides? Est-ce que l'Abitibi-Témiscamingue, dans les prochaines semaines, va avoir accès à ces tests de dépistage-là? Merci beaucoup pour votre question. L'Abitibi-Témiscamingue, nous avons déjà accès aux tests rapides, mais on ne l'utilise pas parce que dans ce contexte, je vous explique pourquoi. Oui, le test rapide aide. L'avantage des tests rapides, c'est de pouvoir débuter l'enquête épidémiologique assez rapidement. Mais je pourrais vous confirmer que hier, nous avons quelqu'un qui a passé son test en après-midi et avant fin de journée, on avait déjà des résultats en santé publique. Donc, c'est assez rapide déjà en région, ce qui nous permet de ne pas avoir besoin à utiliser ces tests-là. Deuxièmement, parce que ces tests, il y en a qu'on doit confirmer encore. Donc, suite à le test rapide, quand ça sort positif, il faut un autre envoi au laboratoire pour avoir une confirmation, ce qui fait en sorte que c'est doublement de travail. Troisième raison pour laquelle on n'utilise pas pour l'instant, c'est parce que nous, on veut envoyer tous nos échantillons pour le criblage. Et cela n'est pas possible avec le test rapide. Il faut confirmer avant de faire le test qui va pouvoir être envoyé au criblage. Donc, pour nous, on a fait le choix parce qu'on a la capacité de dépistage et d'analyse rapide qui fait en sorte que ça ne nous donne pas plus d'avantages d'utiliser le test rapide dans nos systèmes publics. Merci. Monsieur Laferrière. Plusieurs collègues de d'autres régions ont vu leur nombre de cas aujourd'hui monter assez drastiquement et se serait fait dire qu'il y avait un peu une genre de mise à jour des cas. Donc, les cas selon les régions, les adresses, on sait les adresses selon l'adresse de la personne. Est-ce que c'est le cas en Abitibi-Témiscamingue ou est-ce que ça va être le cas? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à avoir peut-être une mise à jour du chiffre puis dans les prochains jours, avoir peut-être une augmentation, mais qui serait due à la mise à jour? Merci beaucoup pour votre question. Pour l'instant, on ne le croit pas parce que lorsqu'ils font une mise à jour, ça veut dire qu'il y a des citoyens de l'Abitibi qui se trouvent ailleurs qui ont reçu un résultat positif. Ça nous est déjà arrivé, mais souvent c'est 1 ou 2, donc ils ne sont jamais nombreux. Mais l'inverse aussi vrai. Donc, nous, actuellement, je pourrais vous confirmer qu'on reçoit des résultats positifs pour des personnes qui ont été ou sont toujours
ici en Abitibi-Témiscamingue, mais leur adresse permanente n'est pas en Abitibi-Témiscamingue. Donc, ça n'apparaît pas dans nos données. Ça veut dire qu'il y a probablement plus de cas actifs, c'est-à-dire les personnes actives en Abitibi-Témiscamingue que les 40 que je viens de vous donner comme chiffre. Merci. Prochaine question, M. Munger. Oui, en fait, j'aurais deux questions. La première, c'est un retour sur le décès qu'il y a eu cette semaine. On comprend qu'on ne peut pas aller dans des informations nominatives pour ne pas identifier quelqu'un. Par contre, information que je crois pertinente dans tout ça, est-ce que cette personne-là est une personne vaccinée et est-ce qu'on croit que ça peut être un cas du variant? Comme vous avez bien nommé, là, on ne pourrait pas vous informer. On ne pourrait pas vous donner plus de détails ou plus d'informations. Je pourrais vous dire que on a fait des évaluations pour le variant, mais ça n'a pas été confirmé comme présomptif. Et en lien avec le statut vaccinal, ça, c'est une information personnelle, mais je pourrais vous confirmer que les informations que nous avons actuellement en Abitibi-Témiscamingue indiquent que le vaccin protège contre les complications d'hospitalisation et de décès. Justement, sur la vaccination, bon, la région de Montréal a descendu à 60 ans et plus. On sait que l'Abitibi a suivi un peu depuis le début. Est-ce qu'on peut nous donner le portrait de quoi ça va avoir l'air dans les prochaines semaines? Quand est-ce à peu près on peut s'attendre à voir la vaccination s'élargir? Et on nous parle justement de vacciner dans l'ensemble des centres de vaccination en même temps bientôt. Ça fait quelques semaines qu'on nous en parle. Est-ce qu'on peut nous donner une idée de à peu près où dans le calendrier on prévoit que ça va arriver? Et est-ce qu'on prévoit faire appel également aux pharmaciens en renfort dans cette campagne de vaccination en Abitibi-Témiscamingue? Et dernier volet de cette vaccination-là, est-ce qu'on est toujours sur du Pfizer et Moderna ou on reçoit du AstraZeneca aussi? Bonjour, merci pour vos plusieurs questions. J'espère que je n'oublierai pas. Vous m'en avez posé, mais gênez-vous pas de me les répéter s'il y en a que. Dans le fond, juste vous dire le moment où on va être vacciné 7 jours par semaine dans tous les secteurs. C'est sûr que présentement, on n'est pas en mesure de vous dire, selon les arrivages qu'on a, c'est sûr que présentement, on ne vaccine pas 7 jours par semaine dans tous nos secteurs. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que nos vaccins que l'on reçoit, on les écoule dans les 7 jours qui sont arrivés. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas de vaccins qui attendent dans les congélateurs. Là. On a vraiment une planification là, qui est faite à l'avance. Concernant nos arrivages, on en a eu des confirmations cette semaine. On s'attend à des confirmations, comme d'habitude, assez régulières. On a des annonces au niveau provincial qu'il va y avoir beaucoup de vaccins qui vont arriver au Québec. Donc, on a toujours le pourcentage là, normalement qui est distribué. Comme le dit tout à l'heure Mme Landry, on a été quand même privilégiés en région. Oui, Montréal ont ouvert les 60 ans cette semaine. Nous, on est en train de faire nos démarches, là, puis toute notre planification pour rouvrir prochainement aussi pour cette tranche-là. Mais je précise prochainement, donc ça veut dire que présentement, on ne peut pas appeler ou prendre un rendez-vous si nous n'avons pas 65 ans. Par contre, je veux vous rassurer que ça s'en vient. Tantôt, on vous a parlé des travailleurs phase 2 aussi qui s'en venaient. Donc, c'est toutes ces deux priorités-là qu'on est en train d'amalgamer ensemble pour répondre à notre population. Donc, une des questions que vous avez aussi posées, c'est concernant les pharmacies. Actuellement, le déploiement de vaccination en pharmacie est fait à Montréal et débute à Québec. Donc, par la suite, ça va s'étendre aux régions. On devrait avoir de l'information sur les pharmacies de notre région qui ont levé la main, là, qui ont fait une demande au ministère parce que c'est directement avec eux qui font les ententes là, pour la vaccination en pharmacie. Donc, pour le moment, là, nous n'avons pas d'informations s'il va y avoir du déploiement là, dans les pharmacies. Et je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Vous n'aviez beaucoup. Gênez-vous pas de me répéter. Il en restait une petite dernière. On est toujours sur du Pfizer et du Moderna. Oui, on est toujours sur ces deux vaccins-là. Merci. Docteur Landry, souhaitez-vous compléter? Peut-être, tout simplement, oui, il y aura des pharmaciens communautaires qui ont levé la main. Entre autres, je pourrais vous nommer Amos Valdor, mais ça va être... ils vont débuter un petit peu plus tard dans le temps. Là. Au départ, comme Mme Châteauvert vous a dit, ils ont déployé à Montréal, actuellement à Québec, l'Estrie, mais sous peu,
ce seront toutes les pharmacies communautaires du Québec qui y participeront. Merci. Monsieur Tremblay. Concernant, est-ce qu'on peut parler, Mme Sobanjo, est-ce qu'on dit déjà une éclosion pour le Témiscamingue ou on est encore en évaluation? On pourrait dire que c'est une éclosion. Merci. J'aurais peut-être une question. Est-ce qu'il y en a d'autres qui en avaient une? Ou... Ah, allez-y, désolé, mon micro était... Oh non, ça vient de me venir en tête, mais on approche le week-end de Pâques. Est-ce qu'on a des inquiétudes particulières avec ce week-end? On sait que des fois, ça peut être propice à justement des rassemblements. Vous avez fait de nombreux rappels de ne pas faire de rassemblement intérieur, mais est-ce que c'est des inquiétudes qu'on a au niveau de la santé publique? Je pense que, comme vous avez mentionné, il y a des régions qui ont eu une augmentation importante du nombre de cas. Nous, en Abitibi, on a quelques éclosions et on a une augmentation pas si significative que dans d'autres régions, mais quand même, on a une situation qui nous garde occupés et qu'on veut contrôler. Mais on voit dans cette différence la volonté de notre population de respecter les consignes et de garder autant que possible la situation qu'on a, qu'on puisse profiter de certaines activités. Donc, je pense que ce qui nous a toujours aidés jusqu'à là va continuer à nous aider, c'est-à-dire la volonté, la collaboration et le fait que notre citoyen veut que notre région puisse continuer à profiter des avantages économiques avec les ouvertures et tout. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui veut qu'on retourne au Palais Rouge. Donc, je pense que tout ça va faire en sorte que les gens vont faire attention, ils vont éviter de faire des rassemblements et ils vont profiter plutôt des activités à l'extérieur en gardant leur domaine et en essayant d'éviter d'aller rencontrer le monde lorsqu'ils ont des symptômes ou ils ont des consignes sanitaires d'être en isolement. Merci, Dr. Sobanjo. Puis je vais me permettre de compléter là, en mentionnant ceci. En fait, oui, on est préoccupé de la situation qui pourrait évoluer suite au congé de Pâques. C'est souvent un moment où on le sait, on souhaite se rassembler en famille, on souhaite se rassembler avec nos parents, les enfants avec les grands-parents. Puis on le constate, il y en a déjà qui font ce type de rassemblement-là ou de contacts sociaux. Et quand on baisse la garde de cette façon-là, les cas augmentent et les cas augmentent vite. Et on le sait en rattrapage. Donc, souvent, là, les cas qui sont déclarés ne sont qu'un premier cas, puis finalement, c'est les enquêtes avec les dépistages qui s'en suivent pour les jours qui suivent, qui permettent là, de témoigner de la transmission qui s'est installée, qui est déjà présente et qui est déjà trop tard pour faire une intervention et limiter cette transmission-là, comme on aurait pu le faire au départ s'il y avait eu beaucoup moins de contacts sociaux. Actuellement, on le constate, les gens ont des contacts sociaux plus que ce qui serait permis ou ce qui serait attendu. Donc, c'est vraiment important de se dire que c'est vraiment ensemble qu'on peut éviter une troisième vague et c'est vraiment ensemble qu'on peut s'assurer de demeurer avec les activités qu'on peut faire actuellement, les privilèges qui nous sont permis aussi en palier orange et éviter cette troisième vague, éviter de revenir en palier rouge, effectivement. Ça va vite. D'autres régions du Québec l'en témoignent bien actuellement. Merci beaucoup. Ça compléterait l'information pour aujourd'hui. Alors, une fois de plus, merci énormément à nos porte-paroles. Merci à vous tous d'être présents et à la semaine prochaine.